Je voudrais d'abord remercier Nyakubava, ambassadeur du Rwanda, et dire à mon ami Jean Damascène, Murakaza Neza, Sénégal. Et puis aussi vraiment me reconnaître aussi dans la salle Madame Yacine Diop, qui est la femme du capitaine Mbaye Diagne, qui est là depuis longtemps avec nous. Nous avons eu ensemble à organiser la première journée quand j'étais coordinateur résident du système des Nations Unies au Rwanda, la première journée dédiée au capitaine Mbaye Diagne, qui était très bien couru avec le général Babacar Faye et puis le colonel Madikou, et évidemment les autorités rwandaises, avec des témoignages très poignants sur ce qui s'est réellement passé au Rwanda. Je voudrais aussi souligner qu'en 2014, les Nations Unies ont décidé de créer la médaille du courage exceptionnel, baptisée médaille du capitaine Mbaye Diagne. Madame, j'espère que vous ne serez pas déçue. Je voudrais vous inviter maintenant à un exercice compliqué et simple. Compliqué pour les jeunes, pas compliqué pour les jeunes expérimentés, mais peut-être compliqué pour les jeunes, c'est de fermer les yeux et de vous imaginer que vous êtes en 1994. Vous avez un pays de 6,7 millions d'habitants. Vous avez 1 million de morts, dont 3 Tutsis sur 4 tués. Un taux de pauvreté de 78%, une économie qui s'est contractée de 50%, un taux d'inflation de 64%. 79% des fonctionnaires n'ont pas une éducation adéquate, des infrastructures détruites, et par-dessus tout, surtout le plus important, un trauma, une société dont le tissu social s'est complètement cassé, des infrastructures, une déstructuration, et surtout le point le plus important, une confiance perdue. Vous ne pouvez pas bâtir une nation, vous ne pouvez pas avoir une base de comment vouloir de vivre ensemble si vous n'avez plus de confiance. C'est ce qui s'est passé au Rwanda en partie, parce que les choses sont plus profondes, les traumas. Et je dis toujours au Rwanda, c'est pas 1 million de personnes massacrées, c'est 1 million de potentiels non éclos qui ont été tués. Parce que derrière chaque personne tuée, vous pouviez avoir un Adamadien, un Dior Falso, un Jean Damascène Bizimana, ou un professeur Senghor, ou Madame la directrice générale de CESAC, ou un charpentier, ou un pêcheur, ou un médecin comme Philo, ou d'autres. Donc, c'est ça qui a été vraiment détruit. Cette vision de voir le futur et l'espoir. Et c'est pour ça que je vous demande d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Vous voyez un Rwanda qui fait partie des 2 pays africains, les seuls qui ont atteint les OMD. Vous voyez un Rwanda où le produit intérieur brut par tête d'habitant était de $150, qui est à 1040, multiplié par 7. L'indice de développement humain était à 0,192, il est passé à 0,530. Vous avez un pays où vous avez actuellement les bases essentielles d'une inclusion. Quand j'ai quitté le Rwanda, il y avait 61,3% de femmes au Parlement, 52% de femmes au cabinet, 45% étaient des mères, des femmes. Mères, je veux dire M-A-I-R-E-S. Vous avez un pays où aujourd'hui,
quand vous regardez les villes qui accueillent le plus de conférences en Afrique, c'est Kigali la propre, Kigali la disciplinée. Deuxième ville après Cape Town, d'après l'International Conference Association. Et troisième pays, le Rwanda, après l'Afrique du Sud et le Maroc, qui est considéré comme pays le plus visité. Voilà, c'est ce pays. Vous avez un pays où aujourd'hui, vous avez les plus grandes concentrations, j'allais dire, de ce qui fait le monde de demain, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Le président Kagame est le président de Broadband, la Commission internationale sur le broadband. Et vous avez dans ce pays AIMS, African Institute for Math and Sciences, qui fait le futur. Vous avez African Leadership University. Vous avez Norskin qui est en train qui a fini de développer le plus grand hub de l'Afrique de l'Est pour le start-up et pour l'entrepreneuriat. Vous avez dans ce pays une confiance importante pour le futur. En 2 décennies, le Rwanda a eu un taux de croissance moyen de 7,2%, contrairement à 2,3% pour l'Afrique subsaharienne. En 2024, le Rwanda fera 7,6%. L'Afrique subsaharienne sera à 3,8% en moyenne. C'est dans le dernier rapport d'avril 2024 des perspectives économiques régionales du Fonds monétaire international. Je pourrais en citer des chiffres et des chiffres, Madame la modératrice générale. Mais quand vous ouvrez les yeux et vous voyez tout ça, de quoi vous dire c'est un miracle. Permettez-moi de ne pas croire au miracle. Je suis croyant, mais je ne crois pas au miracle. Je crois au travail. Et je pense un des points essentiels que j'ai trouvé comme explication, c'est ce que j'appelle l'approche combinée d'un leadership, d'une gouvernance et d'un management. Contextualisé, novateur et qui rend des comptes. Et pourquoi je dis cela? Le président Kagame est à la tête des jeunes qui avaient, on a le même âge, hein, donc je peux dire à la tête des jeunes. À la tête des jeunes qui avaient pris le pouvoir, aurait pu se positionner en disant, oui, nous avons vaincu. Donc la part des vainqueurs. Il a choisi une chose extrêmement importante. Et c'est ça le leadership. Être visionnaire en disant que je dois mettre dans ce système quelque chose qui fasse avancer le pays et non quelque chose qui le mette en perpétuelle guerre. Je l'ai écouté moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Il a dit, we cannot turn the clock back. We need to look at the future. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut construire le futur. Et pour ce faire, le leadership a opté pour la paix, l'unité et la réconciliation. D'autres personnes plus éloquentes que moi, à savoir la procureure Dior Falso et le ministre Bizimana, en ont déjà parlé, pour que j'y revienne. La deuxième option qu'il a faite, il a dit aux Rwandais, Agaciro, la dignité. Agaciro, Niwowe, Ikuha. La valeur, c'est toi-même qui te la donne. Et le Agaciro, pour moi, cette manière de faire en sorte que le Rwanda ne baisse pas les yeux, mais lève les yeux, malgré le passé difficile, c'est pour moi une des bases essentielles de la transformation sociétale. Parce qu'ils ont amené les Rwandais à compter sur leurs propres forces. J'ai l'habitude de leur dire à mes amis rwandais, nous avons ce proverbe chez nous aussi.
Qui a avec soi sa pitance, a avec soi sa dignité. La dignité n'est jamais offerte, mais on ne la perd jamais. Si on est digne tout le temps. On n'est pas digne pour une seconde, la seconde après, on n'est pas digne. Mais il faut payer le prix. Donc, il faut construire. C'est le deuxième point, cet agachiro, cet aspect de forger une dignité rwandaise. Et de dire, je suis rwandais, comme le ministre Bizoumana a expliqué. Ça, c'est une manière de dire, de faire. Mais une autre manière de faire, c'est le troisième point du leadership. C'est de dire, ayons une vision qui s'appuie sur nos valeurs fondamentales, notre culture. Réinventons-nous. Ne reconnaissons pas ce que les autres disent que nous sommes. Il faut qu'on se réinvente. Ils se sont tournés vers leurs valeurs. Et ces valeurs étaient de très bonnes valeurs. Ces valeurs ont permis de développer des solutions endogènes, ce qu'ils ont appelé des solutions localement conçues. Je ne sais pas si quelqu'un ne connaît pas Wikipédia ici, mais que ceux qui connaissent rwandapedia.org lèvent la main. Pas un seul. Et c'est un site web qui contient toutes les solutions localement conçues au Rwanda. On devrait le faire apprendre, monsieur le professeur, à tout le monde, pour qu'il puisse voir à ce niveau. Quatrième élément que le leadership a fait, c'est que vous ne pouvez pas prêcher une approche philosophique si vous ne vous dotez pas des moyens de transformer la vision en réalité. Nous, le centre que nous avons, c'est ça que nous avons montré. Les pays africains, nous les avons catégorisés en 4. Les pays qui ont leadership sans management, vous avez une vision, mais ça ne s'est jamais traduit en réalité. Les gens ne mangent pas des mots. Il y a des pays management sans leadership, on leur demande des sacrifices, mais sans leur dire où est-ce que nous allons. C'était les programmes d'ajustement structurel. Il y a des pays sans leadership, sans management, les failed states, et il y a des pays leadership avec management. Et c'est le quatrième point qu'il a fait. C'est-à-dire, si vous avez une vision, comment traduire cette vision en réalité? Et il a dit, faisons des programmes qui traduisent cette vision en réalité. Vous aviez la vision 2020, maintenant on est dans la période de la vision 2050, où le Rwanda veut être un pays à revenu intermédiaire élevé vers 2035. Quand vous dites revenu intermédiaire élevé, pour les économistes, c'est le produit national brut, 4 466 $ jusqu'à 13 800 $. Et il veut être en 2050 un pays à revenu élevé, c'est au-delà de 13 600 $. Donc, toutes ces visions ont été posées sur des piliers élevés qu'il a appelé transformation économique, transformation sociale, mais gouvernance transformationnelle. Et ces visions sont traduites plutôt en des plans de 7 ans. National Strategy for Transformation, les stratégies nationales de transformation. Et le dernier vient de se terminer. J'y étais au départ quand on l'élaborait. J'ai quitté 2 ans après, mais je continue de suivre. J'ai quitté en 2022 le Rwanda. J'y ai passé 5 merveilleuses années, 2017-2022. Et c'est en 2024 que s'achève le NST1. Maintenant, on m'a demandé aussi sur les moyens, le Agachiro. J'ai parlé de cette philosophie. Mais le Agachiro aussi, c'est un fonds. C'est le Agachiro Development Fund. En 1 mois, ça a été souscrit pour une somme élevée. Aujourd'hui, ce fonds est à 257 millions de $. C'est des Rwandais qui cotisent. C'est des Rwandais qui participent à ça. Donc, c'est important que quand vous dites « nous allons ensemble là-bas », il faut vous doter des moyens. Et le Agachiro a créé cet espace politique
où les Rwandais discutent de leur propre agenda, de leurs priorités, et le mettent en marche et soient redevables envers les Rwandais. J'ai l'habitude de discuter à l'époque, je ne voudrais pas être long, Madame la modératrice, je vais terminer par les solutions endogènes. J'ai l'habitude de discuter à l'époque avec le ministre de la Justice, qui est votre ambassadeur maintenant en Grande-Bretagne. Quand on faisait l'évaluation périodique, que Adama et Dior connaissent, la revue qu'on fait sur les droits, etc., il me disait toujours une phrase. Fodé, on ne le fait ni pour Genève, ni pour New York, on le fait pour les Rwandais. C'est les Rwandais nos juges. S'ils sont contents de ce que nous faisons, c'est ça que nous voulons savoir. Donc, quand on met tous ces mécanismes, un bon leadership, une gouvernance, un consensus important, self-reliance, Kiwigura, comment nous-mêmes on est autonome, on peut se développer ensemble. Quand on met en place les mécanismes financiers pour faire ce qu'il faut, il n'y a pas de miracle. Les résultats suivent. Et le président Kagame le répète souvent, je n'ai pas parlé des indices sur la corruption et tout, mais vous le savez que le Rwanda a une excellente position sur le doing business, sur les Transparency International et tout ça. Je ne veux pas vous farcir de chiffres, même si Madame la modératrice en veut, je peux en avoir, en veux-tu, en voilà. Mais je ne voudrais pas que la conférence, je voudrais que l'essence même, que ça soit cette combinaison de leadership et de management. Maintenant, sur cette base, des solutions endogènes ont été développées. Je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs d'entre ces solutions qui ont été primées. Le Ubudehe, qui est basé sur le développement local, a reçu en 2008 des Nations Unies. Better Management, Better Public Service Award. Gachacha, on en a parlé. Je voudrais aussi, je pourrais relever le Abunzi pour les médiations, qui est un élément aussi pour la justice. Expliquez Ubuntu. Ubuntu, c'est dans l'ancien temps, c'était surtout pour l'aspect agricole, où les gens se soutenaient, parce que les gens connaissent les travaux collectifs de Umuganda. Mais Ubuntu aussi, c'était ça. On se réunit pour appuyer au plan des travaux collectifs. Mais en même temps, ils se réunissaient pour discuter des problèmes et pour voir la solidarité des gens qui étaient au niveau de la base. Et ça a été utilisé pour développer la solidarité, pour développer les programmes de lutte contre la pauvreté, à telle enseigne que c'est devenu la catégorisation au Rwanda. Il y a 4 catégories qu'on utilise, y compris pour les partenaires au développement, pour les social protection, pour la protection sociale et pour appuyer. Donc, on fait 2 choses. Les gens qui sont en base, comment on peut faire l'aspect de solidarité, de protection sociale, pour pouvoir les amener à être capables de recevoir du capital pour développer leurs activités économiques. Et c'est une manière de sortir les gens de la pauvreté. Je vous avais donné le taux, 78%. Actuellement, le Rwanda, il est à 38,2%, le taux de pauvreté, contre 78% qu'on avait en 1994. Ensuite, vous avez les Girinka. Girinka, c'est très important. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, pour les têtes de bétail, en 1994, c'était 177 000. Un pays qui vit de l'élevage, c'était tombé à ce chiffre. Aujourd'hui, c'est au-dessus de 1,5 million de têtes de bétail, mais le tiers provient de ce programme Girinka. C'est-à-dire une famille, une vache. Et quand votre vache vèle, par solidarité, vous le donnez à une autre famille. Et ça a permis de résoudre plusieurs problèmes. L'aspect de malnutrition, l'aspect de revenus économiques, l'aspect de renforcement, et même cet aspect important de biogaz, parce que ça a été articulé avec la production de méthane pour produire du biogaz et pour faire du clean energy, de l'énergie propre, ce qui était aussi un facteur important. Vous avez le Umuganda, tout le monde connaît, je ne vais pas y revenir, qui est important. Vous avez aussi
le Umushikirano, pour moi c'est important, parce que Umushikirano, parce qu'on critique souvent le Rwanda sur l'aspect démocratique, mais j'ai jamais vu une gouvernance aussi participative. Le Ubudehe est participatif. Vous avez Umuherero, qui est la retraite nationale, où le leadership du pays se réunit pour discuter des problèmes du pays, s'entendre sur la stratégie du pays. Et vous avez le Umushikirano. Le Umushikirano, c'est le dialogue national. Et c'est présidé par le président. Mais les gens ne sont pas seulement à Kigali. Ils sont aussi à l'intérieur du pays. Ils se connectent, ils posent des questions, SMS, machin. Et it's not fake. Parce que moi, j'ai participé à des débats importants où un ministre, on lui dit, mais telle route, tu as dit que ça devait être là à telle date. Mais on n'a pas vu, on dit non, il y a des contrats. Non, 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 non. Le président dit non, ce n'est pas les contrats. Les gens ont demandé, il faut répondre. Et c'est des débats tant intenses, montrant que tous veulent le bien du Rwanda. Parce que ça, c'est aussi un problème que le pays a dit. Le président a dit, think big. We are a small country, but a great people. C'est 26 000 km² le Rwanda. Mais la densité de population la plus élevée en Afrique, 534 habitants au km². Et malgré tous ces obstacles, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, vous avez aussi le Umushikirano, qui est le dialogue national, où on regarde un peu, on discute. Girinka, j'en ai parlé. Le Umugarano, il y a le Ubudehe, j'en ai parlé. J'aurais pu développer, il y a tellement de homegrown solutions qui sont importantes, sur lesquelles j'ai parlé de Abunzi. Je vais parler d'un, et pour madame ne pas abuser de votre temps, je vais parler d'un, c'est le Imihigo. Imihigo, c'est les contrats de performance. Et ça, c'est important en matière de bonne gouvernance. Parce que toutes les mairies et toute la fonction publique ont des contrats de performance. Et nous-mêmes, en tant que partenaires au développement, on nous invitait quand c'est arrivé. Telle municipalité, vous êtes en tête, voilà, pour telle et telle raison. Et c'est indépendant. Maintenant, si je ne m'abuse, c'est l'ANSD qui le fait, leur ANSD, statistique, NSIDR, le Rwanda, le statistique du Rwanda qui le fait. Et ça, c'est important qu'on le sache. Et enfin, je pense que pour les aspects de formation dont parlait le professeur Senghor, je voudrais aussi mentionner deux qui sont importants pour les aspects de formation. Le Ingando, qui est aussi un aspect de formation citoyenne que le ministre maîtrise mieux que moi, mais aussi Iterero, où on réunit les jeunes pour les former, parce que c'est la jeunesse actuelle. Il faut qu'ils tous sachent qu'ils sont rwandais d'abord. Et enfin, je termine en disant que le président a fait aussi des choix innovants. Parce qu'il est allé prendre le savoir partout où c'est nécessaire. Je vous ai parlé de ALU et de EMS, mais même sur l'aspect financier, Kigali Finance, où Tidjane Thiam est le président. Il a ouvert aussi pour l'aspect touristique, j'en ai parlé, mais aussi pour l'aspect développement avec le BRD. Aujourd'hui, il y a des conventions avec le BOL et l'ancien DG de PRD. Et maintenant, voilà, la directrice exécutive pour le BOL. Donc, c'est important qu'ils mettent en place des écosystèmes qui permettent de construire des systèmes. Et je pense tout ça aussi, les données ont été importantes et mettent l'accent sur l'éthique. Rwanda a été le premier pays à élaborer une stratégie nationale d'intelligence artificielle et le gouvernement a mis 76 millions de dollars pour démarrer ce plan. Donc c'est important qu'ils voient déjà le futur. Madame, je pourrais en parler, mais je voudrais juste, pour conclure, appeler à deux recommandations qui me semblent importantes. D'abord, une première recommandation, le Rwanda a mis en place
une initiative à laquelle nous avions participé comme UN, c'est le Rwanda Cooperation Initiative, qui permet de faire une coopération entre les pays du Sud, comme on les appelle, ou une coopération triangulaire. Et aujourd'hui, l'expérience du Rwanda, c'est pas seulement discuter en Afrique. Il y a des gens qui viennent de l'Europe, d'Asie du Sud-Est, etc. Et sur la base du Agachiro, j'ai même lu un document de l'Union européenne qui a expliqué que cet aspect de faire et d'aspect politique sur ses propres priorités est une manière peut-être aussi de voir l'exécution de l'efficacité de l'aide telle que prônée par l'agenda de Paris et Dakar et maintenant Busan. Et ça, c'est important qu'on puisse l'utiliser. Donc, si on peut aujourd'hui, avec le Rwanda Cooperation Initiative, avec d'autres instances qu'ils ont dans d'autres pays, promouvoir davantage, je l'avais dit à votre prédécesseur, puisque vous couvrez plusieurs pays, vous auriez pu commencer en Afrique de l'Ouest, avoir une plateforme d'échange, parce que d'autres pays aussi, comme le président Kagame le dit toujours, c'est pas seulement au Rwanda qu'on innove. D'autres pays aussi innovent. Donc, il faut ce partage des connaissances et je pense que cette plateforme peut être une plateforme importante de partage des connaissances et le Rwanda Cooperation Initiative peut être. Le deuxième, je l'ai dit à une personnalité de l'Union africaine, malheureusement aussi sans suite, j'ai dit vous parlez de Umuganda. Chez nous, ça existe, ça s'appelle le Santané. On le fait dans les villages. Moi, ce que je vous suggère, essayez de voir dans toutes les cultures africaines des concepts qui s'appuient sur nos valeurs, mais qui sont du XXIe siècle en même temps, que vous pouvez envoyer pour que ça puisse être partagé. Et sans abuser de votre temps, je voudrais vraiment conclure que je pense qu'il n'y a pas de miracle. La combinaison d'un leadership visionnaire, avec suite, avec une grande redevabilité, la construction d'écosystèmes, d'institutions et de systèmes qui marchent, l'appui sur les jeunes et les femmes, le développement du capital humain, le développement de la gouvernance participative et du rapprochement avec les populations, ça, c'est des points essentiels pour le Rwanda avec le Agachiro. Mais un autre point qui conclut tout, je pense, c'est de positionner le Rwanda au niveau de la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, moi, j'étais témoin de la signature de African Continental Free Trade Area en mars 2018 à Kigali. C'était devant moi. Le président Kagame a été le président des réformes de l'Union africaine et président du NEPAD. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses pour l'Afrique et je pense que l'Afrique leur doit beaucoup. Et I think to conclude, if Adama who said that international community fails Rwanda, I don't think that Rwanda fails international community in Africa.